Depuis sa fondation en 697, après Gissé, la République de Venise a connu une grande prospérité en tant que puissance maritime majeure dans la mer Adriatique et la Méditerranée, grâce en grande partie au commerce du sel. En 1204, les forces vénitiennes ont soutenu une campagne contre Constantinople, l'actuel Istanbul, au cours de laquelle ils ont capturé l'île stratégiquement importante de Crète, sur laquelle ils auraient de la domination pendant les 400 prochaines années. Cependant, beaucoup de choses peuvent changer en 400 ans, et à l'aube du XVIIe siècle, le pouvoir de Venise diminuait considérablement grâce à l'ouverture de routes commerciales vers l'Afrique et le nouveau monde des Amériques. La Crète, quant à elle, était devenue connue sous le nom d'île de Candie sous la domination vénitienne, en référence à la ville la plus importante établie sur l'île, Candie. Candie se trouvait sur la côte nord de l'île, près des ruines du palais Knossos, l'un des centres de la civilisation minoenne, dont les origines remontent à 7 millénaires, avant Julien Saacé. Au même moment où le pouvoir de Venise commençait à décliner, celui de Constantinople s'accroissait, la ville étant à la tête de l'Empire ottoman en plein essor, et la méfiance séculaire était toujours profondément ancrée dans la psyché des deux puissances. En 1644, un convoi ottoman revenant du Moyen-Orient a été attaqué par les chevaliers de Malte, et les navires et leurs passagers ont été saisis. Cependant, ce n'était pas n'importe quel convoi, car à bord se trouvaient des membres du harem du sultan ottoman Ier Brahim, premier qui revenaient de leur pèlerinage à la Mecque. Les chevaliers se sont ensuite rendus avec leur conquête à Candia, qu'ils avaient utilisée comme base pour le raid. Les Ottomans étaient outrés par l'insulte, et au cours de l'année suivante, une force d'environ 60 000 troupes a été rassemblée pour une invasion de la Crète. Dirigée par Yusad Pacha, la force d'invasion a débarqué sur l'île, et en 4 mois avait saisi plusieurs villes et avancé vers Candia elle-même. Les Vénitiens se sont précipités pour répondre, envoyant une force navale pour tenter de bloquer les Dardanelles dans l'espoir d'étrangler la ligne d'approvisionnement des envahisseurs depuis leur empire, mais les envahisseurs ottomans étaient fermement implantés sur l'île, déterminés à capturer la capitale. Lorsque l'armée ottomane est arrivée à la ville le 1er mai 1648, Candia avait préparé ses défenses et a empêché les Ottomans de franchir les murs lors des premiers engagements. S'installant pour un siège, les Ottomans ont mené divers raids et bombardements dans le but d'affaiblir les défenses de la ville, tout en tentant de couper l'approvisionnement en eau de la ville. Mais rien n'a fonctionné et la ville a obstinément refusé de se rendre. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, puis en années, mais rien de ce que les Ottomans ont fait ne semblait pouvoir briser la défense de la ville. La Crète étant une île, les marines vénitiennes et ottomanes étaient essentielles pour assurer le flux de fournitures, ce qui a conduit à un certain nombre d'escarmouches qui ont culminé dans une série de batailles à grande échelle. Le 21 juin 1655, 7 ans après le début du siège, les forces vénitiennes ont vaincu de manière décisive une flotte ottomane à l'embouchure des Dardanelles, détruisant 9 navires ottomans pour la perte d'un seul des leurs. Cet exploit a presque été répété l'année suivante, entravant sérieusement le flux de fournitures vers les assiégeants, mais la chance navale vénitienne a été inversée en juillet 1657, quand le 19 juillet, après une bataille de 2 jours, la marine ottomane a percé le blocus vénitien et a continué avec des renforts vers la Crète, mais encore une fois, la ville a résisté. En 1659, la France, sous le règne du roi Louis XIV, décide d'intervenir du côté de la ville et envoie Murgia une force pour les aider. Mais dans le grand schéma des choses, peu de choses ont changé. En 1666, les Vénitiens ont entrepris une campagne désastreuse pour reprendre la ville de Chania, cette dernière étant repoussée par les Ottomans. Les Ottomans ont également remporté une grande victoire sur les Français en 1669, coulant même l'un des plus grands navires de la marine française, le La Teresa de 58 canons, les incitant à abandonner Candia à son sort. Le départ des Français, couplé à la défection d'un ingénieur vénitien nommé Andrea Barozzi aux Ottomans avec des informations clés sur les défenses de Candia, a vu un revirement spectaculaire de la fortune pour la ville. Sa population affaiblie, ses défenses gravement endommagées, est laissée avec une force de à peine 3600 hommes en état de combattre. Candia a été contrainte de se rendre le 27 septembre 1669. Selon les conditions de reddition, tous les chrétiens ont pu quitter Candia librement avec leurs biens.
Au total, le siège a duré 21 ans et était à cette époque le siège continu le plus long jamais enregistré dans l'histoire et aurait conservé ce titre s'il n'y avait pas eu les événements qui commencèrent déjà à se dérouler en Afrique du Nord. Située sur la péninsule d'Alména, qui s'avance de l'Afrique du Nord dans le détroit de Gibraltar, se trouve la ville autonome espagnole de Ceuta, l'une des plusieurs possessions espagnoles sur le continent africain. Divers colons de la péninsule ibérique, plus au nord, ont cherché à tenir cette zone clé de terre dans le cadre d'un effort pour dominer la voie de navigation vitale à travers le détroit qui pourrait effectivement bloquer toute nation sans port dans la région d'entrer dans la mer Méditerranée. Finalement, une ville a été fondée, nommée Ceuta, et cette ville était sous contrôle portugais jusqu'au 1er janvier 1668, lorsque le roi Alfonso VI a cédé la ville à l'Espagne. À cette époque, le ressentiment envers les envahisseurs européens parmi la population locale, en particulier au Maroc, qui bordait Ceuta, était à son apogée. En 1672, Moulay Ismail Sharif devint sultan du Maroc, après avoir terminé une lutte de pouvoir contre son neveu. Et une fois son pouvoir assuré, il se concentra sur la guerre contre les Espagnols chrétiens. S'appuyant principalement sur une armée d'esclaves noirs qui était agressivement endoctrinée dès la naissance pour l'idolâtrer, Sharif serait surnommé le roi sanglant par les Européens, pour la brutalité avec laquelle il menait ses campagnes, qui le voyaient souvent prendre des Européens comme esclaves pour démontrer davantage son pouvoir parmi ses rivaux africains. Cependant, il n'était pas un simple barbare, mais un diplomate astucieux nouant des alliances avec plusieurs puissances européennes pendant son règne, comme l'Angleterre et la France, utilisant la peur de ses forces comme un moyen de négociation. Le pouvoir du roi sanglant enveloppa bientôt la terre autour de Ceuta, et les autorités espagnoles sur place craignaient d'être les prochaines cibles et demandèrent d'eux donc une assistance militaire à Madrid. Les Espagnols, sous le règne du roi Charles II, ont envoyé des troupes, mais ont également cherché l'aide des Portugais qui ont envoyé leurs propres troupes pour défendre Ceuta. Les troupes portugaises n'étaient pas les bienvenues, ni dans la ville, ni par les habitants locaux qui vivaient dans les environs, qui craignaient que les Portugais ne soient venus pour les conquérir. Les tensions ont rapidement augmenté et en 1694, les Portugais se sont retirés, mais d'ici là, Sharif avait jeté son dévolu sur la conquête de la ville. Piégés à l'intérieur de leurs murs de ville, les habitants de Ceuta ont subi des attaques répétées visant à affaiblir leurs défenses et à épuiser leurs réserves. Mais malgré tout, la ville a résisté. En juillet 1695, profitant d'un épais brouillard pour se couvrir, les forces loyales à Sharif ont lancé une audacieuse attaque surprise sur les forces espagnoles alors qu'elles effectuaient une relève de la garde. Momentanément distraits, les troupes espagnoles ont été repoussées et une formation avancée des troupes du sultan a trouvé son chemin à l'intérieur de la ville, capturant la place centrale. La rétraction d'un pont-levis de la place vers le reste de la ville a réussi à empêcher une pénétration plus profonde des hommes de Sharif, mais au prix de nombreux soldats espagnols qui étaient maintenant piégés entre les douves et les troupes marocaines assoiffées de sang. Les Espagnols ont ensuite organisé une contre-attaque et expulsé les forces du sultan, mais pas avant que leurs propres hommes ne soient massacrés. Coupés des voies terrestres, Ceuta dépendait de la mer pour les approvisionnements afin de survivre sous la pression des combats continus avec les hommes du sultan, les approvisionnements provenant principalement de Gibraltar. En plus de la nourriture et des armes, la ville avait également besoin de matériaux de construction. D'abord pour réparer les dégâts causés par les diverses attaques sur ses murs, puis pour repenser la ville afin de mieux résister aux attaques futures et à la prolongation du siège, bien que cela se soit fait au détriment de l'admirable architecture portugaise. Au bout de 5 ans de siège, un nouveau problème est apparu pour les habitants de la ville, l'Espagne étant plongée dans une lutte de pouvoir à la suite de la mort de Charles II. Alors que Charles avait désigné son petit-fils Philippe comme son successeur, il y avait une certaine dispute concernant la légitimité du prince de 16 ans, puisque les royaumes de France et d'Autriche prétendaient que les héritiers de leur lignée royale devraient occuper le trône. Ainsi, les habitants de Ceuta se sentaient oubliés, alors que la cour espagnole sombrait dans des querelles amères, puis finalement, un conflit européen qui a entraîné presque toutes les grandes puissances. Pour compliquer encore les choses pour eux, les villes espagnoles voisines, en Afrique du Nord qui avaient aidé Ceuta principalement par la mer, se sont retrouvées à prendre parti dans le conflit, et souvent à se battre entre elles, perturbant l'approvisionnement de la ville assiégée.
Le coup le plus dur est survenu en 1704, lorsque le siège est entré dans sa 10e année. Une force militaire anglaise et néerlandaise sous le commandement de l'amiral anglais George Rooke a capturé Gibraltar, perturbant sérieusement les approvisionnements et la communication avec l'Espagne. Avec l'Angleterre soutenant la revendication de l'archiduc Charles d'Autriche et ayant soutenu les forces du sultan en Afrique du Nord, Rooke était confiant que la ville n'aurait d'autre choix que de se rendre à son envoyé, l'Espagnol Juan de Bassett, lorsqu'il se rendrait à la ville. En échange de leur reddition à l'Angleterre, il a été promis à la population de la ville que le siège serait immédiatement levé et qu'il serait protégé par les forces anglaises. La population, toujours défiant, a refusé, mettant en colère Rooke, leur laissant craindre qu'en plus des attaques du sultan sur terre, ils devraient maintenant faire face à un bombardement des Anglais en mer. Pourtant, malgré les préparatifs pour contrer une telle attaque, elle n'est jamais venue, car les Anglais étaient trop préoccupés à tenir Gibraltar face aux contre-attaques espagnoles. Cependant, ayant snobé l'autorité anglaise, les navires anglais ont aidé les forces du sultan en bloquant les navires qui tentèrent d'entrer dans les eaux de la ville. Cependant, Sharif n'a pas eu tout à sa guise. Malgré les avantages qu'il avait sur les défenseurs espagnols, il a dû faire face à de nombreux soulèvements de tribus locales fidèles uniquement à elles-mêmes qui, bien qu'écrasées avec une relative facilité, ont détourné une grande quantité de ces ressources qui auraient pu être utilisées pour écraser la ville qui était devenue un monde presque autonome, conçu pour résister au danger d'être entouré de tous côtés. De retour en Europe, la guerre de succession d'Espagne était arrivée à sa conclusion, laissant Philippe V sur le trône, mais les divers conflits centrés autour de la lutte pour le pouvoir avaient affaibli l'Empire espagnol et l'avaient laissé chancelant à cause des territoires y perdus. Ces territoires comprenèrent des portions de la péninsule italienne que l'Espagne a été contrainte de céder aux empires Habsbourg d'Autriche dans le traité d'Utrecht de 1713. Malgré la situation à Ceuta, l'Espagne a décidé que la reconquête de ces territoires était plus importante et a entrepris une campagne pour les récupérer à partir d'août 1717. Bien que initialement réussie, la campagne s'est avérée infructueuse, car le traité de paix de 1720, mettant fin à la guerre subséquente, a rétabli la carte italienne aux frontières d'avant 1717. Cependant, l'échec espagnol en Italie et la perte antérieure de Gibraltar ont en réalité profité à la population de Ceuta, Madrid reconnaissant désormais son importance pour maintenir une emprise sur la Méditerranée orientale et l'Afrique du Nord. Ainsi, en 1720, ils ont levé une force de 16 000 vétérans expérimentés de la campagne italienne et se sont dirigés vers Ceuta avec l'intention de lever enfin le siège de 26 ans. Débarquant en Afrique du Nord, l'impact de ces troupes a été presque immédiatement ressenti par les Marocains, car les forces espagnoles ont repoussé les troupes du sultan en assiégeant la ville, les faisant se retirer, ouvrant enfin des routes terrestres vers et depuis Ceuta. Ayant levé le siège, le marquis a sécurisé sa position tout en envisageant son prochain mouvement pour poursuivre les hommes du sultan. Cependant, ces plans ont été brusquement interrompus lorsque la peste a commencé à se propager à travers Ceuta, et c'est à ce moment qu'il a décidé qu'il n'y avait plus besoin de nouvelles campagnes et il s'est retiré en Espagne en 1721. En apprenant sa retraite, Sharif a ordonné une reprise des hostilités, et une fois de plus la ville était sous siège, le marquis n'offrant finalement qu'un bref répit à la population. Pendant 6 autres années, la ville a été à nouveau assiégée, mais le 22 mars 1727, le maintenant sultan est mort et le Maroc a été pris dans l'emprise de sa propre bataille de pouvoir sur le sujet de la succession. Dans le mois qui a suivi sa mort, les éclaireurs envoyés de Ceuta ont noté que les assiégeants marocains avaient abandonné leur position et étaient partis combattre en soutien à leur choix préféré pour le sultan, mettant fin au deuxième siège. Entre les deux sièges combinés, excluant le petit répit donné par les forces du marquis, cela signifie que Ceuta avait été assiégée pendant 33 ans. Cependant, le premier siège, qui a duré 26 ans, est considéré comme le siège continu le plus long de l'histoire. Des bébés sont nés, ont grandi jusqu'à l'âge adulte, se sont mariés, ont eu leurs propres enfants et ont été tués pendant le siège, sans connaître d'autre vie que celle d'une ville assiégée. Et voilà les sièges les plus longs de l'histoire. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.